Rapag, Oui, t'es encore là? je suis là. Simon, t'es encore là? Ben oui. On part pour l'extra. Marc Gernijank. Question pour Mathias et le Serpent. Avec les possibles 2 équipes d'expansion qui risquent d'arriver plus tôt que tard, est-ce que le Canadien devrait envisager d'échanger soit Debesch ou Fowler plutôt que de risquer d'en perdre un ou l'autre au repêchage d'expansion? Ben, c'est quand, ça? Ben, c'est ça. pas tout de suite, Ça va arriver, mais pour le moment, tu gardes le duo. Et en temps et lieu, fais-toi-en pas, il y a des choses qui vont être très claires. Est-ce que les deux vont être hautement performants? On ne le sait pas. Et ensuite de ça, peut-être justement qu'il y aurait moyen de justement d'échanger un de ces deux-là à une autre équipe sans les perdre au repêchage d'expansion juste avant le repêchage d'expansion. Tu as peut-être des équipes qui, à ce moment-là, n'auront aucun gardien à protéger de qualité et vont dire, ben on va le prendre, nous autres, de bêche. Fait qu'à ce moment-là, il y a peut-être une petite, pas une surenchère, mais tu comprends ce que je veux dire. S'il y a une couple d'équipes qui le veulent, Debesch ou Fowler, regarde, moi, je m'en ferais pas avec ça, puis j'attendrais de voir le processus d'expansion avant de bouger. J'apprécie, Marc. L'exercice est intéressant parce que on voit que il y a une rigueur puis tu veux aller pense à l'avance. à l'avance. Il pense à l'avance. Mais là, il est un peu tôt. Là. Ouais. Tu peux le régler un petit peu plus tard. En effet. Joachim Gentil. Caleb Malhotra et Caleb Desnoyers ont des statistiques semblables et sont tous deux des joueurs complets. J'avais pourtant l'impression que le Snake était plus enthousiaste pour notre compatriote québécois que par le fils de Manny. Qui préférez-vous entre les deux? Ben moi, c'est Desnoyers parce que je trouve que le potentiel offensif est un petit peu supérieur à celui de Caleb. Et 2 ligues, hein? Oui. 2 ligues. Ouais. Ça peut être différent aussi. Ouais. Nicolas Dionne. En regardant Mark Jankowski des Hurricanes, je réalise qu'il avait été repêché par les Flames en première ronde en 2012, alors qu'il jouait au collège Stansted, un établissement de type prep school en Estrie, un endroit très niché pour un choix de première ronde. Est-ce que vous vous rappelez de votre réaction à ce moment-là et comment vous l'analysez après toutes ces années? Je me rappelle que le directeur général... Écoute, ça a été un choix qui a étonné tout le monde. Mais il était quand même bien classé. Mais ça a étonné. Il Et était bien classé. Jay Feaster, le directeur général des Flames à l'époque, avait dit que ça va être le vol du repêchage. Oui, alors ça ne l'a pas été. Jankowski, qui est un bon joueur de 4e trio, qui a roulé sa bosse un peu partout. Regarde, c'est ça le risque. Il était archi-dominant à Stansted, comme je n'ai jamais vu. Puis Stansted, j'y vais dans le cadre de mon travail de recruteur pour le hockey junior. Et c'est sûr que c'était hallucinant comment ce gars-là était, mais le calibre est très loin du junior majeur. Mm-hmm. C'était un risque, mais quand tu regardes ça aujourd'hui, il a été choisi quoi, 21e? Un petit peu plus loin. C'est pas 26e. Regarde, dans le coin du 26, là. On va le regarder tout de suite, Mathias. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mark Jankowski, parce que tu es bon là-dedans pour te souvenir de ça, 21e. Ah, ben c'est toi. Et 21e. Alors, quand tu regardes ça aujourd'hui, ben... C'est tôt quand même pour un gars. Oui, mais quand tu refais le repêchage d'aujourd'hui, est-ce qu'il est si loin que ça? C'est à peu près ça. Non, mais regarde, c'est vraiment quelque chose de... C'était une aberration, là. Écoute, c'était un joueur de Stansted choisi en première ronde. Pas une grosse vraiment... cuvée non plus, 2012. Là, ça s'est tari assez vite. Là. C'était pas une grosse cuvée. Mais moi, à ce moment-là, j'avais pas été surpris, mais je voyais quand même un certain risque avec un joueur de prep school qui est choisi aussitôt. Mais il était bon. Dis-moi donc, ça a été quoi le premier échange de Calgary, voir qu'est-ce que ça a donné? Ben là, il y en a eu tellement. Là. Le premier, là, de Calgary à ça en allait à Pittsburgh en 2020, c'est-à-dire 8 ans plus tard. Il n'a pas passé 8 ans dans l'organisation des Flames. Oui, là. il a passé 8 ans dans l'organisation des Flames, mais il a joué seulement 4 ans dans la Ligue nationale. C'est parce qu'il a joué beaucoup dans la Ligue américaine. Ils ont eu quoi pour? Ben, je vais regarder ça, Mathias, mais je trouve que c'est un peu... Non, mais pour savoir si c'était un choix qui a valu la peine. Parce que là, il sert les Hurricanes, mais est-ce qu'il a vraiment servi les Flames? Moi, c'est Jankowski de 2026 qui m'intéresse, pas celui de 2020. Je pense qu'on l'avait laissé aller, Mathias. Okay. Je pense même pas qu'il avait été changé. Ça n'a pas été un choix qui a été très profitable. Non. Super Mibu. Question pour le Snake. Dans la NBA, les repêchages de 84, 96 et 2003 sont classés comme les 3 meilleurs de l'histoire de la Ligue. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation et quels seraient leurs équivalents dans la LNH? Ben oui. 84, 2003, oui. Dans la Ligue nationale, c'était très bon.
Oui, Mario Est-ce que Lemieux. c'est des années de grands athlètes? Oui, des années de grands athlètes, oui. 2003, LeBron James. Dans la Ligue nationale, cependant, ça a été bien réparti 2003. Parce qu'on suit, c'est Marc-André Fleury qui a été le premier choix. Parce que 96, ça n'a pas été bon dans la Ligue nationale non plus. Oh non. Alors, pour moi, 1979, Ligue nationale, 2003 et 2015. 1979, la raison pour laquelle il avait été bon, c'est qu'on avait combiné à ce moment-là des joueurs de 18 et 19 ans. Alors, ça avait bien aidé. 2003, ça, on en a souvent parlé, et 2015. Connor McDavid, Jack Eichel, Mitch Marner, enfin, Kyle Connor, écoute, ça plut les joueurs en 2015. Simon Tremblay, que penses-tu d'un échange pour un défenseur des Sharks, genre William Eklund contre Simon Nemec? Je sais que Nemec n'est pas un premier défenseur élite au New Jersey, mais peut-être qu'un nouveau départ lui ferait le plus grand bien. Oui, je pense que si les Sharks faisaient un échange comme ça, il faudrait qu'ils rajoutent un petit quelque chose de plus, parce que William Eklund, bien que ce soit un bon joueur, ça demeure quand même un ailier de deuxième trio. Alors, un ailier de deuxième trio par rapport à un défenseur, mettons, top 4, le défenseur top 4 a plus de valeur. Il faudrait qu'il rajoute quelque chose. Mais là, tu peux repêcher Stenberg plus, sans avoir d'arrière-pensée. Mais il faudrait qu'il donne quelque chose de plus parce qu'Eklund, c'est pas suffisant. Un choix de 2 ou un choix de fin de première? Je ne sais pas si le nom. Hein, peut-être le 20e choix. OK. Ouais. Black, question pour le Snake. Est-ce que tu pourrais me donner ton évaluation de Zach Charbonneau qui a été sélectionné par Gatineau? Sous question, s'il ne s'était pas engagé envers la USHL, à quel rang il serait sorti selon toi? Oui, Zach Charbonneau qu'on a repêché en 3e ronde, mais qui, d'après moi, était un choix top 3. Mais comme ça arrive souvent dans le... Top 3. Mais c'est comme ça arrive souvent dans le hockey junior, lorsqu'un joueur s'en va à USHL, on se demande, on l'a vu Tynan Lawrence, qui va être repêché en première ronde cette année. Il avait été repêché par Chicoutimi il y a quelques années. Et finalement, il n'est jamais venu. Alors, il l'avait pris en première ronde. Alors, nous, on a décidé d'y aller, de jeter notre dévolu sur lui parce que, oui, c'était un gars de calibre top 3. Pourquoi? C'est un gars qui a un physique très imposant. Il est très fort physiquement. Il fonce au filet. Il est capable de faire des jeux. Il a un bon lancer. C'est un joueur, selon moi, élite. Et midget élite. Êtes-vous confiant? Je ne sais pas ce qu'il va... Regarde, on ne sait jamais, Mathias. On ne sait jamais, mais on espère peut-être qu'ils viennent avec nous l'an prochain après sa saison dans la USHL. Ça serait bien le fun. Mais en 3e ronde, je trouve que c'était un très bon d'or à lancer. Guillaume Drouin. Snake, en regardant ton top 20 et les autres listes publiques, j'ai remarqué quelques écarts importants, notamment avec Alexander Command et Mathis Preston. Ça m'a fait réfléchir à la façon dont le Canadien travaille au repêchage. Avec Age et Zarovski, j'ai l'impression qu'ils identifient un joueur qu'ils veulent vraiment, puis qu'ils sont prêts à bouger pour aller le chercher. Bref, as-tu l'impression que le Canadien travaille avec des cibles précises ou plutôt avec une courte liste de joueurs qu'il considère équivalents et parmi lesquels il choisit le meilleur encore disponible à son rang? Regarde, je ne suis pas dans les bureaux des Canadiens, je n'ai pas de contact, j'ai aucune idée. Cependant, j'aime la question parce que ça peut donner une discussion. Je pense que tout le monde a une liste de joueurs, OK? Mais la liste de joueurs, elle n'est pas si longue que certains pensent. Ça dépend des équipes. Il y en a qui ont des listes de 75 noms. Il y en a d'autres qui doivent avoir des listes de 200 noms. Oui, et je pense que l'idée de cibler des joueurs, elle est là. Encore là, je te donne mon expérience du hockey junior. C'est pas la même chose que la Ligue nationale de hockey, mais la mentalité peut être la même. Bien souvent, ce que j'ai vu, moi, dans mes années au hockey junior, il y avait des cibles. Alors oui, les listes sont là. Oui, il y a beaucoup de noms sur les listes, mais quand tu repêches, mettons, je ne sais pas moi, 11e, souvent, tu vas cibler peut-être 2-3 gars. Puis tu dis, tu les mets dans l'ordre. Puis tu dis, ben, si lui est là, on le prend. S'il est parti, c'est lui, c'est lui. Donc, il y a quand même une préparation, il y a des cibles. Je suis sûr que Zarovski, l'année passée, pour le Canadien, c'était une cible. Ils ont pris une chance d'attendre un peu, mais quand ils ont vu qu'il était encore disponible en début de 2e ronde, ils ont fait le move pour l'échange nécessaire pour monter. Regarde, ils ont juste été bénis des dieux que les Sharks de San Jose n'aient pas besoin d'un attaquant de ce calibre-là. Parce que, normalement, il aurait dû partir plus tôt. J'ai l'impression que c'est vraiment pas difficile à faire une espèce d'application ou même un sheet Excel
de savoir qu'est-ce que vaut, mettons, un Age ou un Zarovski, puis de connaître la valeur aussi des choix que tu es prêt à donner, puis que tout de suite, tu saches très rapidement si ça vaut la peine ou non de monter pour aller chercher le joueur en question. Ah oui, ils ont tout ça. C'est ça. Ah oui. Oui, en effet. Est-ce qu'il y a Guillaume de Drouin a 2 questions? Oui, il y a 2 questions. Parfait. Oui. Une chaque. Oui. Alors, Guillaume Drouin. Mathias, je suis prêt à prendre un pari avec toi. Selon moi, le Canadien va conserver son choix de première ronde. Oui, ils ont une bonne équipe sur la glace, mais ils ont aussi démontré qu'ils possèdent une excellente équipe de recrutement. Le pari est donc lancé. Est-ce que le CH garde son choix ou l'échange? On pourrait décider plus tard de ce qu'on met au jeu. Bien, oui, ils repêchent quand même bien, mais ils ont aussi eu un choix de fin de premier tour qui s'appelle Philippe Méchard. Ils n'ont jamais hésité à échanger des choix de premier tour pour s'améliorer, qu'on pense à Dak, qu'on pense à Newhook, qu'on pense à Dobson. Et là, on veut vraiment aller chercher des gars qui ont un peu l'âge de ton noyau. Puis le Canadien est en ascension. Je pense que si on garde le choix de premier tour, c'est qu'on n'a pas eu l'échange qu'on espérait. Mais je suis convaincu que le choix de premier tour, Pickford ou Age et Zarovski sont en jeu pour le joueur convoité. Mais ça se peut qu'il n'y en ait pas non plus. Simon? 100% d'accord. 100% d'accord. Moi, évidemment, on sait que c'est un échange qui doit être fait avant le repêchage. Oui. Donc, dans les prochains jours. C'est parce que moi, je me questionne sur la valeur du 28e choix. Tu sais, le 20, 21, tu sais, l'année passée, 16-17, ça s'échangeait bien. Le 28, là, on sait qu'on en a parlé, là. On a fait des listes. Tu as 50% de chance d'obtenir un gars qui ne jouera probablement pas, puis l'autre 50%, ça va être un joueur de milieu d'alignement. Ce qui est bien, mais c'est pas des grosses probabilités pour dire. Autrement dit, il faut que ce choix-là fasse partie d'un package. Cependant, on sait que le soir du repêchage ou à la veille du repêchage, les choix ont plus de valeur, mettons, qu'à d'autres moments dans l'année. Là, tu as ta liste, là, tu commences, c'est Noël. Puis là, C'est Noël, puis là, tu dis, lui, on va l'avoir. Puis là, tu es très, très optimiste. Et puis bon. Regarde, c'est ça. Alexandre Vallée. Salut les gars, j'avais une question à propos du repêchage 2022. J'ai souvent entendu dire que si le Canadien n'avait pas choisi Juraj Slafkovský au premier rang, les Devils l'auraient probablement repêché au deuxième rang. Cependant, lorsque Slafkovský a été sélectionné par le Canadien, les Devils ont finalement choisi Simon Nemec, plutôt qu'un autre ailier de puissance très prometteur disponible, Cutter Gauthier. Je me demandais donc, selon les recruteurs et les observateurs de l'époque, quelles étaient les différences entre les profils de Slaf et Gauthier? Pourquoi les Devils n'ont-ils pas vu Gauthier comme une option comparable? Ça reste au stade excellente question. Oui, ça reste au stade de la rumeur, oui. Mais ça nous permet quand même de discuter des espoirs de l'époque. Oui, c'est ça. On va comparer finalement Slafkovský et Gauthier à l'époque. Ouais, je voulais juste dire que c'est pas une info coulée dans le béton. Non, moi, j'avais Slafkovský 1 et Gauthier 2. C'était ça mon 1-2. Et j'avais pas Nemec 2, je l'avais 4e, je crois. J'avais Logan Cooley 3. La raison pour laquelle je crois, c'est que Slafkovský avait fait ses preuves à l'échelle internationale, alors que Cutter Gauthier, c'était un joueur du programme américain et qui jouait avec Cooley. Alors, il y en a peut-être qui pensaient qu'il était le produit de Cooley. Il y avait aussi des trucs un peu qui circulaient sur son comportement. Pas des choses majeures, mais pas des choses majeures, mais des fois, tu sais, bon. Puis après ça, il y en a qui ont dit, ça a été confirmé. Ah, regarde le coup qu'il a fait à Philadelphie. C'est un joueur à problème. Moi, je pense pas. Mais ça peut expliquer pourquoi il y avait un écart entre Slafkovský et Gauthier. Un a été choisi premier, un a été choisi cinquième. Et là, maintenant, on peut dire que l'écart, il est quand même très mince entre les deux. Les deux ont connu une excellente saison. Puis Gauthier, je pense qu'il a 41 buts. Alors, moi, personnellement, en ce moment, je sais que je vais te donner de l'urticaire, Mathias, mais j'inverse les deux en ce moment. Pour moi, si j'avais à continuer les 10 prochaines années, j'aime les deux, mais je prends Gauthier avant ça. Parfait. Ouais. Ça se tient. Yannick Bouchard, question pour vous trois. Avec la situation du plafond salarial à Vegas, pensez-vous que le Canadien pourrait se laisser tenter avec une offre hostile à un joueur comme Pavel Dorofeyev? Un gabarit respectable et une forte production en série cette année semble attrayant pour plusieurs équipes. On ne l'a pas vu encore chez le Canadien. On ne sait pas si c'est une stratégie une arme qu'ils pourraient utiliser. C'est très rare c'est aussi pas tout les le monde offres qui le fait. Je pense que l'offre hostile, Mathias, ça serait plutôt comme Saint-Louis a fait avec Edmonton.
elle ne sera pas déposée le 1er juillet. Elle sera déposée plus tard quand tu vois qu'est-ce que l'autre équipe a fait puis que tu vois que le joueur n'est pas signé. Parce qu'il faut quand même être réaliste. Je suis sûr que les gens qui analysent les fiches, pas les fiches, mais les masses salariales des autres équipes dans les équipes respectives, dont le Canadien dont on parle, ils se disent, OK, Vegas, il leur reste ça, tant d'argent, ils ont ça à signer, Tu sais, oublie pas, le plafond monte de 9 millions. Ouais. Alors oui, Vegas est coincé, mais je pense qu'on préférait peut-être laisser aller, je dis un nom comme ça, un Thomas Hertel qu'un Dorofeyev. Mais c'est un coup de cochon, hein, pareil. C'est un méchant coup de cochon. Ben, c'est correct, c'est légal, mais c'est un coup de cochon. Non, Mathias, c'est de la compétition. Ben oui, c'est ça. Ça fait partie de la compétition. J'aurais aucune... je ne dis pas que c'est légal. Je me retiendrais pas du tout. Mais c'est de chiant. le faire. C'est chiant. Mais tu sais, au salaire Non, Mais c'est légal, mais c'est chiant pareil. C'est même pas chiant, Mathias. Le joueur, il est joueur autonome avec restriction. Oui, mais et il y a une... Non, mais c'est pourquoi? chiant dans le sens où si tu comptes en prolongation contre l'autre équipe, c'est chiant. Fait que c'est un coup dur. C'est un coup dur. Dans ce temps-là, Ouais. dans ce sens-là, oui, mais dans le cas de dire que, ben non, Non, mais c'est pas je vais être gentil avec Non. moi. Non. Mais au salaire que va commander Dorofeyev, la contrepartie qu'il va devoir donner en choix va être très grosse. Puis on dirait que maintenant, le Canadien, on n'a plus grand-chose en banque. Tu sais, on devrait Il y a des quand même- choix. Il y a des choix. Les choix sont encore là. Ouais, mais il faut les donner pour Oui, donner. il faut Ben que tu oui, les donnes, ben oui. mais regarde, si tu les donnes. Rendu où ils Surtout sont, que en là, plus, c'est des ils choix sont plus loin, lointains. ben oui. Là. Les choix de première ronde, c'est plus des choix top 10. C'est le bon là. moment, là. Ouais. François Poirier. Snake, tous les choix du top 10 ne deviennent pas des joueurs d'impact. 2 premiers trios, 3 premiers défenseurs. Certains deviennent de bons joueurs de soutien et d'autres peinent à trouver leur place et ou carrière éphémère. Dans votre top 10 actuel, advenant qu'ils ne deviennent pas des joueurs d'impact, qui a le plus de potentiel de devenir de bons joueurs de soutien et qui a le plus de risques de ne pas trouver sa place en LNH? Ouais, ça, c'est une très bonne question à laquelle je pense à chaque année. Puis je me dis toujours, OK, dans mon top 10 ou dans le top 10 de la Ligue nationale, les 10 ne deviendront pas des étoiles. Ouais, non. Alors, dans mon top 10, que je récapitule rapidement, McKenna, Stenberg, Reed, Carls, Malotra, Verhoff, Smith, Cullen, Command et Viggo Bjork. Qui pourrait ne pas trouver sa place? J'en vois pas, mais ça, c'est sûr. Par contre, il pourrait y avoir des gars qui vont sous-performer. Qui pourrait sous-performer? Je pense que Command pourrait sous-performer, parce que je l'ai classé quand même haut. Et dans les défenseurs, Smith, Verhoff, Carls, Reed, c'est sûr que les 4 ne seront pas sur les équipes d'étoiles. Faisons un exercice. Je sais pas. Prends 2020. Ça fait 6 ans, là. Oui. Puis c'est quoi le top 10 de 2020? J'ai pris une équipe, tu sais, j'ai pris un repêchage assez récent, puis ça fait quand même 6 ans, on a une idée de où les gars sont rendus. Bonne idée. Il y en a combien dans le top 10, là, qui ont... Regarde, ben là, ça dépend des... Là, on parle vraiment de ne pas trouver sa place, ces bons joueurs de soutien, là. Tu sais, c'est ça, là. On parle de joueurs de soutien, tu vois. Des joueurs qui ne deviennent pas des joueurs d'impact. Oui. Ben là, regarde 2010. Est-ce que Lafrenière est un joueur d'impact? Non, mais c'est... Limite. Mais c'est pas un joueur de soutien. Il est dans les 2 premiers trios. Est-ce que Quentin Byfield est un joueur d'impact ou un joueur de soutien? Limite les deux. encore. Je suis tout cela, Raymond, Sanderson, c'est correct. Jamie Drysdale, en progression, mais pour le moment, non. Il est dans les top 3. Il est limite, c'est encore tous des gars... Alexander Holtz, lui, il répond exactement à la définition de François. Ça, c'en est un qui n'a pas fait sa place dans la Ligue nationale, qui a été repêché 7e. Jack Quinn, est-ce que c'est un joueur de soutien, un joueur d'impact? Milieu de formation. Milieu de formation. Marco Rossi, même chose. Cole Perfetti, ça s'améliore. Ouais, il n'est pas encore un joueur d'impact. Alors, il y en a vraiment un seulement qui n'a pas eu de succès. C'est pareil, hein? Ouais. Il y en a que vraiment un seulement. Attends, qui n'a pas eu de succès? Oui, c'est Alexander Holtz. Les autres... Oui, mais il y en a combien de gars, tu te dis, là, tu sais, vraiment, là? Joueurs d'impact. L'impact, il y en a vraiment 3. Je suis tout cela, Raymond Sanderson. C'est fou, là. Mais il y en a quand même 6 autres qui sont des bons joueurs. Plus que des joueurs de soutien, je crois. Oui, mais c'est pas des joueurs d'impact. Oui, mais lui, il parle de joueurs de soutien. Ouais. Ils ne deviennent pas des joueurs d'impact, 2 premiers trios, 3 premiers... Non, advenant qu'ils ne deviennent pas des joueurs d'impact, qui a le plus potentiel de bons joueurs de soutien. Ouais. Là, il y a beaucoup de défenseurs.
Fait que c'est un petit peu différent. Dans ma liste, moi, j'ai des joueurs offensifs. J'ai Stenberg, j'ai McKenna, j'ai Wyatt Cullen, j'ai Alexander Coman et j'ai Viggo Bjork. Je pense que qui a le plus potentiel de devenir un joueur de soutien s'il ne devient pas un joueur d'impact, dans mon top 10, je pense que c'est Alexander Coman. C'est quasiment 50%. J'ai l'impression que c'est 40-50% dans le top 10 de Oui, à gars peu qui près. deviennent joueurs d'impact. À peu près. Mais c'est rare que tu as nécessairement des gars comme Alexander Holt qui ne se font pas sa place du tout. Ouais, y en Et a. ça, je pense pas qu'il y en ait cette année. Un ou deux par année. Je pense pas qu'il y en ait cette année. Dans mon top 10, peut-être dans le top 10 de la Ligue nationale, on verra. Mais c'est quand même rare. Mathieu Viau-Renaud. Quels sont les profils types du vétéran idéal pour une reconstruction? Quelle position, quel rôle, quel âge? Par exemple, un gardien talentueux pourrait voler des matchs et t'empêcher de couler comme un certain Carey Price ou Samuel Montembeault, qui nous avait coûté. Ben, le type de vétéran idéal, c'est le vétéran, je crois, qui va avoir un contrat d'1 an ou 2 et qui va faire en sorte que tu ne gagneras pas, alors qu'il va être le plus poche possible, mais tout en étant, en même temps, un gars, mettons, dans la trentaine, peut-être qui n'est pas un chialeux, qui est content d'aller à l'équipe et puis qui donne, qui fait tout ce qu'il peut, même s'il est plus bon. Tu sais, un peu comme les gars que Chicago ont signés. Oui, je pense que il y a l'expérience on peut tirer profit de l'expérience. Fait que ça peut être un éthique de travail. Ça peut être un gars des gars qui ont une bonne qui est bon en infériorité numérique. Mais qui ne te fait pas gagner. Parce que tu veux couler. Ouais. Tu sais, un peu comme Chicago a fait. Tu sais, les Nick Foligno, un moment donné, on avait eu Jason Dickinson. Tu sais, des gars avec une superbe éthique de travail, mais que tu sais qu'avec ces gars-là, si tu les mets surtout sur un deuxième trio ou même un premier trio, tu sais que tu vas finir 32e ou 31e. Mais il donne l'exemple. Ça, c'est l'idéal. Mais il donne l'exemple. Brandon Gallagher va être idéal pour une équipe en reconstruction. Oui, exactement. Il ne te fera pas gagner, mais il pourrira pas ton jeune noyau, mais tu es sûr qu'il ne te fera pas gagner grand-chose. Fait que non. Alors, amener un paquet de Brandon Gallagher, l'ambiance va être bonne, mais l'équipe va foirer. Sam, question pour Snake. J'ai l'impression que personne ne parle de Leo Salin Wallenius lorsqu'on aborde les futurs défenseurs des Sharks. Quelle est ton opinion sur le joueur? On n'a pas déjà parlé. Ben, on en a parlé un peu, mais peut-être qu'on parle en général. Ben, en général, c'est parce que, oui, mais regarde, je pense que Leo Samuel Wallenius, bien qu'il soit un espoir, il va jouer cette année avec le Barracuda de San Jose à 20 ans. Je pense que ça demeure quand même un gars au potentiel de défenseur numéro 5 ou 6, qui pourrait être un honnête joueur, qui va avoir une carrière dans la LNH si tout va bien. Mais je ne vois pas ni un gars à prendre dans des poules ou ni un gars qui va être un pilier. Mais c'est quand même c'est un joueur que je trouve intelligent, puis qui sert bien de son physique, puis qui peut sortir la rondelle de la zone. Alors, peut-être un futur NHLer, mais pas une vedette. Pascal Turcotte. Bonjour le Snake, je me demandais à quoi ressemble une journée typique de travail dans ton cas. Combien d'heures consacrées à ton travail à Gatineau? Combien d'heures de préparation pour tes 2 balados et tes présences radio? Ton visionnement des espoirs, tes projets de films, ton travail de traducteur, etc. Et ta blonde. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Oui, et ma blonde. Et le fait que maintenant, je dirige une équipe junior 3. Ouais. Alors, c'est ça. Je me pose la question des fois, puis j'aime pas ça, des questions comme ça, parce que ça me force à une introspection. Non, je te taquine. Il faut que tu manges aussi. Hein? Oui, je te taquine, Pascal. Oui, mais je visionne beaucoup de hockey pendant que je mange. Regarde, il n'y a pas vraiment de journée typique dans mon cas. Cependant, je peux te dire comment je fonctionne. Moi, en général, la veille au soir, je me fais un petit plan de match pour le lendemain. Je me fais un horaire. Évidemment que les horaires, des fois, ça peut ne pas être respecté. Mais j'essaie de maximiser toujours mon temps. Je fais beaucoup de déplacements aussi en voiture parce que j'habite en Estrie. Mais à ce moment-là, je m'arrange peut-être pour faire des téléphones, des trucs de même. Il y a du visionnement de hockey. Une chose, dans les visionnements de hockey, par exemple, moi, je peux regarder 3 matchs de la Ligue nationale dans une soirée, mais ça me prend 3 heures. Pourquoi? Parce que, mettons qu'un match commence à 7 heures, un autre commence à 8, puis un autre commence à 9. Bien, ce que je vais faire, je les enregistre tous les 3. Je commence à les regarder, mettons, à 8h30, puis je finis à 11h30, puis j'ai vu les 3 matchs. Alors ça, c'est une façon de procéder. Et puis, il y a des choses qui s'entrecroisent aussi. En regardant ces matchs-là, bien, j'accumule des connaissances qui font en sorte qui vont me servir dans le balado, par exemple. Donc, ça réduit le temps de préparation des balados parce que j'ai regardé les matchs. Voilà. Et en terminant, puis ça, je te dis ça en toute modestie parce qu'on n'est pas responsable de ça, mais je suis né avec une grande, grande capacité d'absorption d'informations.
Et puis ça, comme je t'ai dit, on est... Regarde, je suis né comme ça, là, c'est pas... Une éponge. C'est pas... oui, j'ai une bonne éthique de travail, mais le fait que je sois une éponge, ça, écoute, je suis juste né de même. Puis ça m'aide beaucoup d'être capable d'absorber énormément d'informations. Je vais lire la prochaine question. Oui. Qui est de Pierre-David Gagné, qui est un Yes. gardien dans notre ligue de garage. Je ne sais pas encore si je vais le retrouver l'automne prochain. Je médite sur mon avenir dans le hockey de garage. C'est aussi lui qui a un tatou de serpent sur le mollet. Oh! Mais c'est pas en ton honneur, mais c'est un heureux hasard. Ah, OK. Et comme c'est un gardien, ça commence comme suit. Question pour The Pagger. Dans la philosophie sell high, vendre à prix élevé, et sachant qu'avant longtemps, le contrat de Dobesch devrait être négocié sera assurément plus lourd s'il devait connaître une grosse saison 2026-2027. Pagger, testerais-tu le marché pour Dobesch cet été? As-tu assez confiance au potentiel numéro 1 de ce gardien ou crois-tu davantage au plafond de Fowler? Pour tes deux faire-valoir, ils peuvent répliquer à condition de dire autre chose que les gardiens, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est du grand Pierre-David. Il y a plusieurs sous-questions dans sa question. D'abord, merci Pierre-David pour la question et aussi de me remplacer en congé de paternité dans ma ligue de garage. J'apprécie. Ah oui, hein? Oui, il me remplace à l'occasion. D'abord, je ne testerai pas le marché pour Dobesch parce que je ne cherche pas à l'échanger. D'après moi, il m'a convaincu comme étant un gardien prometteur et d'avenir et un gardien sur lequel je m'assoirais pour le gardien numéro 1 de l'équipe, assurément. On a déjà parlé un peu, les gars, mais je trouve que Dobesch, avec sa capacité athlétique et la Ligue nationale qui va aller de plus en plus vite, et le Canadien aussi qui ne joue pas un style défensif, on a besoin d'un gardien comme lui qui n'a pas peur d'affronter et qui est très rapide dans sa démarche. Donc, je désire le garder a priori, mais ce n'est pas un intouchable non plus. Cependant, est-ce que je crois au plafond de Fowler? Oui, mais il y a encore des choses à prouver. Je pense que Dobesch a démontré au cours de sa carrière, juste en considérant d'où il vient dans sa nationalité, le travail qu'il a fait puis qu'il fait encore aujourd'hui au niveau psychologique, athlétique. En tant que tel, je pense qu'on a une bonne pierre d'assise pour l'avenir, puis j'aurais plus tendance à magasiner Fowler, étant donné que il va falloir donner quelque chose pour bouger, puis c'est une des pièces que je serais prêt à échanger. Plus qu'un Age ou un Zarevski. Mais M. Pagger, est-ce que tu penses que si, mettons, le Canadien n'était pas aussi avancé dans sa reconstruction ou dans sa construction, est-ce que tu penses que là, tu serais peut-être plus porté à ne pas donner Fowler, mais que là, tu dis que comme le Canadien est dans une fenêtre, ça prend un gars qui a fait plus ses preuves et c'est pour ça que tu donnerais Fowler? Oui. Okay. Parce que moi, je garde Fowler. Tu garderais Fowler? Oui, je ne magasinerais pas Dobesch, non, nécessairement, mais je garderais Fowler. Bon, évidemment que si Fowler est dans un package pour Connor McDavid, je dis pas non, mais je donnerais pas Fowler juste comme on a donné, façon de parler, Yaroslav Halak, alors que Carey Price était là. Puis Carey Price, à ce moment-là, il n'avait pas fait ses preuves tant que ça, mais on avait confiance en lui. Je comprends, mais alors, je vois plus à Spencer Knight, c'est l'échange de Knight qui a permis de chercher... Bien que les gardiens, c'est de la sorcellerie, Pierre David. Oui, monsieur, le faire valoir. Moi, je pense qu'on va se reparler dans 3 ans. Puis Fowler va être le gardien numéro 1 du Canadien. Moi, je pense que oui. Ouais. OK. Tu peux retourner dans ta case. À mon rôle, d'accord, parfait, excellent. Sébastien Houd, je trouve ça curieux que vous vous doutiez de Gavin McKenna. Le jeune va arriver dans une équipe avec des excellents partenaires trio en partant. Il va connaître une saison recrue extraordinaire. Imaginez-le aux côtés de Matthews et Nylander. C'est drôle, hein, comment certains pensent que je surévalue McKenna, parce que tout à l'heure, on me demande pourquoi à Toronto, vous pensez que ça va bien marcher, puis d'autres qui disent que je le sous-estime. Bienvenue dans ma vie. Oui, ben peut-être parce que je parle un peu des deux côtés de la bouche, là, c'est peut-être ça. Moi, j'y vais pour le long terme. Saison recrue extraordinaire, ben ça dépend c'est quoi. On voit au fil des ans, les recrues, là, ils gagnent le trophée Calder ou pas, mais les meilleurs attaquants recrues, c'est quoi, 60 points? Bon, comme des Midov, là, ouais. Celebrini. Mishkov, 63 points. Oui, alors... Tu sais, saison recrue extraordinaire. Est-ce que, Sébastien, tu veux dire que McKenna va avoir 80 points? Tu sais, moi, je pense que ça va bien aller, mais il va avoir des hauts et des bas. Mais dans le long terme, je pense que McKenna, c'est un joueur de 90 points, peut-être plus. Mathias Doré-Ouellet.
Salut Snake, pourrais-tu nous faire un classement des 7 ou 8 défenseurs du prochain repêchage ayant le meilleur potentiel offensif? Ce que Mathias veut dire, c'est Snake, peux-tu m'aider dans mon pool keeper Oui. à long terme? Ah oui. Pool keeper ou pool à long terme. Regarde, j'aimerais bien répondre à ta question, Mathias, après le repêchage, quand je vais savoir qui a été repêché. Mais là, au moment où on enregistre, le repêchage n'a pas eu lieu. Alors, tu dois vraiment prendre ça avec un grain de sel. Mon numéro 1, c'est Chase Reed. Ça, c'est parce que si tu as un défenseur repêché à San Jose et tu as un défenseur repêché à New York avec les Rangers, c'est très différent. Et voilà, exactement. Mais pour le moment, moi, j'y vais avec Chase Reed. Après ça, l'ordre est difficile à déterminer. Je vais y aller avec Daxon Rudolph, numéro 2. Daxon Rudolph, là, ça se peut qu'il ne soit pas si bon que ça. Mais là, on parle de potentiel offensif. Je pense que le potentiel offensif de Rudolph, c'est plus élevé que celui, mettons, de Verhoff ou Smith. Mais les chances que Verhoff et Smith soient des meilleurs défenseurs à long terme que Rudolph sont plus grands. Mais là, on a l'air à parler uniquement de points. Oui. Comme je t'ai dit, prends ça avec un grain de sel. Troisième, moi, j'ai Carls. Puis ensuite, là, je vais t'en donner 2 qui pourraient peut-être avoir plus de points, mais encore là, qui sont moins des valeurs sûres. Il y a Ryan Lynn, puis il y a Tommy Blyle d'Halifax, qui ont plus de potentiel offensif, je te dirais, que Verhoff et Smith. Mais Verhoff et Smith, à un moment donné, c'est un peu comme Noah Hanifin. À force de jouer 20-25 minutes, dépendant de l'équipe où ils vont aller, ils vont en faire des points. Fait que je m'excuse de ne pas répondre à ta question de façon aussi précise que tu aurais voulu, mais ça, c'est vraiment de la sorcellerie, surtout quand on ne sait pas où les joueurs s'en vont. Peut-être me revenir là-dessus à l'automne dans les questions, puis me redemander ça quand on va savoir où les joueurs sont allés. On termine avec Louis Pringle. J'aimerais connaître l'évaluation du Snake d'Andrei Kostitsin. Il avait le moule d'une superstar électrisante comme le Snake les aime, mais les problèmes hors glace ainsi que son éthique de travail lui ont clairement nui. C'est intéressant, Louis, ce que tu me demandes, mais Mathias, vas-y. Je veux juste me faire une mise en contexte pour nos plus jeunes auditeurs, parce que 2003, c'est déjà loin pour certains. Kostitsin, 10e choix au total du Canadien. Oui. Il y a une firme qui le voyait premier, le Red Line. Oui. Il y avait des problèmes d'épilepsie. Oui. Une condition, plutôt, d'épilepsie. Fait que ça fait hésiter certains recruteurs. Moi, le premier, d'ailleurs. Le Canadien l'a repêché au 10e rang. Il a quand même eu une saison de 26 buts en début de carrière, 53 points. Mais ça a dégringolé par la suite. Ben moi, c'est sûr que l'histoire d'épilepsie, ça me laissait perplexe, mais n'étant pas médecin et ayant déjà eu un confrère de classe au cégep qui souffrait d'épilepsie, c'était contrôlé avec la médication et jamais il y a eu de problème dans sa vie à ce que j'ai entendu parler. Mais on va parler de hockey. Kostitsin, j'ai eu une couple de chums à l'époque, ça fait longtemps de ça, qui me disaient « Pourquoi tu ne traites pas sur Kostitsin? C'est exactement le joueur que tu aimes. » Puis là, je le regardais jouer puis je me disais « Non. » Puis je vais dire... 2003, tu le voyais où? Moi, pour moi, c'était... Non, mais je parle, tu le regardais, c'était où? Je l'avais vu tournoi junior. Okay. Je l'avais vu, puis après ça, quand il est arrivé à Montréal, c'est là que mes amis m'en avaient parlé. Ouais. Mes amis ne l'avaient pas vu, mais ils l'ont vu quand il est arrivé à Montréal, puis ils m'ont dit « Wow, Kostitsin, comment ça fait que tu m'en as jamais parlé? » Je m'en ai jamais parlé parce que moi, un gars qui fait un jeu électrisant à toutes les 9 semaines et demie, ben pour moi, c'est pas un joueur électrisant. C'est un bon tir. Oui, mais pour moi, un joueur électrisant, c'est un joueur qui a constamment la rondelle puis il est tout le temps en train de faire quelque chose. Kostitsin, c'était quand même assez éparpillé. Tu sais, c'était... En tout cas, Mathias, peut-être ma mémoire me trompe, mais toi, est-ce que tu trouvais que Kostitsin était électrisant constamment? Électrisant c'était un joueur c'était un jeu de temps en temps. Mais il y avait une méchante shot. Il y avait une méchante shot. Il y avait un bon gabarit. Alors moi, alors c'est sûr que les problèmes hors glace sont certainement nuits. Là, on a entendu plein d'histoires, tout le monde le sait. Mais je pense pas que ça serait devenu nécessairement une superstar. Puis ceux qui le voyaient premier, je ne sais pas, ils ont dû voir des choses que moi je voyais pas. Je pense que je l'ai déjà raconté aussi pour finir, c'était le premier repêchage de Trevor Timmins, 2003. Oui. Et il m'avait mis un peu la puce à l'oreille à ce moment-là qu'il aimait Kostitsin. Ouais. Puis la veille du repêchage, Kostitsin était avec son agent /
traducteur. Oui. J'avais dit, Canadien au 10e rang pourrait... T'avais écrit ça. Puis il m'avait quasiment... Non, j'avais dit à l'agent. Il m'avait quasiment ri d'en face. Il dit, on a parlé à toutes les équipes sauf le Canadien. Où est-ce que tu t'en vas? Le lendemain, après le repêchage, repêché au 10e rang, l'agent se rappelait de moi. Allez voir sur HockeyDB, le repêchage 2003. Vous allez voir que le Canadien a laissé passer beaucoup de joueurs cette année-là. Jeff Carter au 11e rang, qui aurait été mon choix. André Savard l'aurait pris, mais c'est le premier repêchage de Trevor Timmins, fait qu'il a voulu un peu le laisser choisir. Il n'a pas insisté. Il n'a pas mis son point sur la table. Regarde, je peux comprendre, Mathias. J'ai fait mon premier repêchage comme président Opération Hockey cette semaine. Je peux comprendre qu'à un moment donné, quand il y a des gens qui ont vu plus les joueurs que toi, qui ont des compétences que tu respectes, qu'à un moment donné, tu vas les laisser aller puis tu ne seras pas nécessairement le point sur la table. N'oublie pas que André Savard venait d'être dégommé pour Bob Gainey. Il y avait ça aussi. Il était adjoint au directeur général. Il y avait ça aussi. Il était encore en train de... le patron. Il était encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Là. Ouais. Mais ça met fin à notre portion Bonnie. Oui. Encore et toujours excellent, mon papa. Merci beaucoup. Merci. Simon Snake Boisvert, tu as été excellent toi aussi. Merci, Mathieu. Merci. Merci.